Bonsoir, chers téléspectateurs. Bienvenue sur votre émission En toutes lettres avec. Je suis Anne Nignon, votre présentatrice, et ce soir nous accueillons Ibrahima Dieye Touré et son recueil de poèmes des cris de la vie. Bonsoir Ibrahima, bonsoir, bienvenue. Annie. Merci beaucoup. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, comment vous vous décrirez? Comment je me décrirais? C'est toujours difficile de se décrire. Hein. C'est vrai. Mais je dirais Ibrahima Dieye Touré, comme vous venez de dire, étudiant en informatique appliquée à la gestion des entreprises à l'ISI, Institut supérieur d'informatique de Dakar, ISI Dakar ici. Et je suis auteur, écrivain d'écrits de la vie. Tout à fait. Mon premier recueil. Recueil de poèmes, exactement. Ouais. Et justement, par simple curiosité, pourquoi avoir commencé par un recueil de poèmes? Est-ce que c'était un choix ou par facilité peut-être? Par aisance, je peux dire par aisance. D'accord. Je suis plus à l'aise avec les vers qu'avec la prose. Et durant la période de pandémie, j'avais commencé à écrire sur Wattpad, l'application là. Ouais. J'ai écrit 6 à 7 textes, je me suis dit pourquoi pas ne pas condenser les autres et essayer de sortir quelque chose. Exactement. Ouais. En tout cas, le titre, il est assez fort, des cris de la vie. Des cris, c'est par rapport aux tourments qu'on rencontre tous les jours, aux problèmes, aux joies également, j'ai vu. Ouais, il y a tous les aspects de la vie, on peut dire. Et j'aimerais qu'on fasse un peu un arrêt sur des cris de la vie au lieu de les cris de la vie. Parce que l'article indéfini aussi, ça compte. Ouais. Ouais, c'est pour dire que moi-même, je ne maîtrise pas les cris. Ce ne sont pas mes cris, ni les vôtres, ni mais des cris de tout le monde. Chacun peut s'y voir, et d'où l'article indéfini. Si je disais les cris de la vie, ça veut dire que je connais exactement les cris, c'est ça, c'est quoi. Mais la manière dont je peux l'interpréter, d'autres personnes pourraient voir d'une autre manière. Du coup, c'est pas bon figé. Ouais, voilà. C'est une interprétation assez large. Ouais, et c'est ouvert à tout le monde. À tout le monde, ouais, exactement. D'accord. Donc c'est en fait un petit peu comme si vous parliez à la place de certaines personnes, on ne va pas dire toutes les personnes, certaines personnes en fait qui sont peut-être trop fatiguées pour s'exprimer elles-mêmes. Et d'ailleurs Victor Hugo, il disait la poésie c'est tout ce qu'il y a d'intime dans tout. En fait, à travers la poésie, on arrive à mieux s'exprimer. Et oui, je pense que... D'ailleurs, vous parlez à un moment, vous avez même fait un poème par rapport à la naissance, à l'enfantement, à l'accouchement et tout. Oui, il y a 2 textes comme ça, je pense. 2 textes, Combat et l'autre. Exactement. Cœur de désolation. Oui. Il y a Cœur de désolation, c'est ça. Exactement, oui. Et ça. Combat aussi. Oui. Il faut dire que l'enfantement est quelque chose qu'on peut pas vraiment, on peut pas s'en passer. Tout commence à partir de là. Vous voyez, tout commence à partir de là. C'est ça. Du coup, on peut pas écrire un recueil de 30 poèmes sans pour autant en parler. C'est le début de la vie même. Du coup, on en parle et puis on parle de la vie. Exactement, oui. Et vous parlez également, j'ai vu, il y a un poème que vous avez intitulé Nogo Dara, c'est ça? Dongo Dara. C'est ça. Ouais. Je me disais bien que je prononçais mal. Et il y a quelque chose qui m'a un petit peu interpellée, c'est que vous avez, en fait, même moi je me suis jamais vraiment posé la question, c'est que quand on dépasse un petit mendiant dans la rue, quand on ne lui donne pas la pièce, on ne se pose pas la question qu'est-ce qui lui arrivera par la suite. Effectivement. Ah, et vous l'avez assez bien dit, je l'accepte ou je le rejette tout bonnement. Donner pour soutenir la paresse d'un Tartuffe ou refuser et cautionner le baston d'un garnement qui n'est point coupable, encore moins fautif. Sa pitance, je me résous à la lui donner par altruisme dans le dessein de le sauver. Parce qu'à la fin, l'amour que je porte à cet enfant est de loin plus fort que ma haine envers son tyran. Ouais. Quand même, c'est assez fort quand même. C'est juste pour expliquer que vraiment,
j'encourage pas la mendicité. paresse et la mendicité, j'encourage pas. Mais c'est pour vous dire, si c'était mon petit frère ou le petit frère de quelqu'un que je connais qui est dans un dara, qu'on demande une somme le soir à donner, et si c'est pas complet, ça pourrait être, je sais pas, difficile pour lui la nuit et tout ça. Ouais. Pensant à tout cela, vaut mieux que je lui donne que je refuse. Mais ça ne veut pas dire qu'on encourage la mendicité et la paresse aussi. C'est ça, parce que c'est vrai que c'est un dilemme quand même. Parce que si on ne donne pas, il va se faire taper. Mais si on donne quand même, on encourage. Oui, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Mais bon, on n'en est pas encore là. Ensuite, vous avez quand même une poésie assez engagée avec l'usurpatrice, par exemple. Est-ce qu'il y a un message derrière ce poème? Un message universel, je dirais. Parce que, au niveau de la littérature, si on parlait d'éducation, tu sais, il y a des adages africains qui disent qu'il faut tout un village pour éduquer un enfant. Ouais, oui. Mais moi, j'avais pas Victor Hugo, j'avais Senghor, Aimé Césaire, Léon Gautran Damas, j'avais David Diop, le plus virulent même, et Ferdinand Oyono. Ouais. Si j'étais quelqu'un à éduquer en littérature, je dirais que c'est eux qui m'ont éduqué. J'ai passé presque toutes ces dernières années à lire leurs œuvres. Voilà, je ne peux ne pas être qu'engagé. Ouais. Vous comprenez, j'espère. Et d'où le sens même de la littérature africaine. S'il n'était pas l'engagement, la littérature africaine n'aura pas lieu. Ouais. Tout est parti de là. Et puis c'est un sujet qui transcende le temps. Oui. Ouais. Et c'est d'actualité même. C'est vrai. Bon, j'ai écrit la France avec S. Avec S. Justement, pourquoi ce S? Pourquoi juste cette lettre? Est-ce que ça change quelque chose pour vous ou c'est juste pour ne pas citer le pays directement? En premier lieu, c'est pour me défendre. Je n'indexe personne. Hein. La France, ça n'existe pas. C'est pour me défendre. La France, personne ne peut me blâmer pour avoir parlé d'un pays qui n'existe pas. Maintenant, si quelqu'un s'y voit, ça veut dire que ça lui appartient. D'où la lettre S et d'où la France. Ce pays-là, le nom fictif, je peux dire le nom fictif là. Alors, si un autre pays qui se nomme par homonymie, qui se prend pour cette France-là, alors il prend. D'accord. Mais à ce moment-là, c'est un petit peu en fait, un engagement un petit peu modéré, on va dire, parce qu'on n'ose pas directement pointer le pays. Et vous avez dit également, à toi, j'atteste que tu l'as toujours voulu fidèle. Depuis l'ancêtre, tout comme à la maternelle, qui vous a sauvé la mise quand vous mouriez de faim, à l'époque où vous la caresseriez pour un peu de pain. En fait, vous revenez un petit peu à l'époque des tirailleurs et autres. Ouais, de la colonisation surtout. Parce qu'on est là, c'était la main-vente, il y a des marchandises à faire valoir. Voilà, il n'y avait pas beaucoup de profit. On se rue vers l'Afrique, on exploite ses ressources. Et ensuite, maintenant, quand l'Africain veut venir chez vous, vous dites que non. Il vous faut un visa, quelque chose comme ça. Ça, c'est pas être reconnaissant. Et cette France-là devrait être reconnaissante pour l'Afrique, envers l'Afrique, autant pour moi. Ouais. Vraiment. C'est vrai, c'est vrai. Et vous parlez également de votre cher Kaolack. Ouais. Dans le poème Terroir, en tout cas, on a senti vraiment votre amour pour votre ville. Effectivement. Que vous décrivez. En fait, je ne suis jamais allée à Kaolack, mais là, je pense que je vais aller faire un petit tour. Il faudra, mais vous êtes avertis. Il y a moustique et chaleur, c'est ça bien. Mais en tout cas, pour quelque temps, oui. Parce que surtout la façon dont vous décrivez, Terroir, me voilà, psalmodier, un chant de tralala. Sur le chemin de retour, je scandais ton nom en 1000 répétitions d'un même temps.
Donc, c'est pour dire que même si vous avez quitté votre ville, mais elle est toujours dans votre cœur? Ouais, et je l'ai pas quitté. D'accord, là vous vivez à Kaolack? Non, je vis ici, mais je retourne souvent. Et D'accord. ça veut dire en 1000 répétitions d'un même ton, ça veut dire en 1000 retours, j'aurai le même sentiment. Ouais, que j'appartiens à cette ville. Vraiment. Senghor, il disait qu'il faut d'abord s'enraciner avant de s'ouvrir. Moi, je m'enracine ici. C'est mon Kaolack, tout comme son Joal, quoi. C'est ça. C'est vrai. Très bien. Bah, espérons que dans un prochain poème, on aura une autre ville, Dakar. Peut-être. Cette ville-là. Non. Ville-là. Personne s'y reconnaît, quoi. Dakar, il y a peu de gens qui s'y reconnaissent. C'est vrai que la plupart, on vient d'autres villes. Oui, c'est ça. Et voilà. Alors, il y a votre dernier paraphe, on va dire. Je m'en vais vous saluer et prendre départ pour mon saloum qui me sert de phare. Venez, venez donc avec moi, je vous emmène découvrir ce qui se cache derrière le signe du Kumba-Ndofène. Ouais. Le signe du Kumba-Ndofène, c'est la fatigue. C'est fatigue. La région qu'on franchit juste avant Kaolack. Avant Kaolack, d'accord. D'où venez découvrir ce qui se cache derrière. Fatigue. Oui, c'est ça. Et mon saloum qui me sert de phare, c'est que même quand la vie est difficile, tu as envie de retourner, d'aller te poser un peu, respirer. Se ressourcer. Voilà, et revenir, vraiment. C'est des moments qu'on a vraiment vécu, quoi. Et il y a un autre poème également que vous avez dédié, je pense, aux tout petits qui vont commencer l'école. Ça s'appelle « C'est là que tout va débuter ». Ouais. D'accord. Donc là, c'était pour une attention particulière ou c'est vraiment, ça vous est venu comme ça? C'était pour une attention particulière. Je dirais deux choses. La première, c'est que la première fois dont j'étais à l'école française, ma mère m'avait dit ces mots-là. Vas-y, lève-toi. Alors, on va lire quand même un petit extrait. Alors, je vous laisse lire. Titre, c'est là que tout va débuter. Eh bien, petit dormeur, on va se dresser face à cette torpeur. Relève-toi pour te doucher, l'heure n'est plus à se coucher. On va te préparer et te pousser vers là où tout va commencer. Je dirais que c'est exactement ces mots. Faut pas traîner au lit, il faut te lever. C'est l'ouverture des classes, il faut se rendre à l'école. Et l'autre aspect que je voudrais vraiment souligner, c'est l'exemple que donnent les parents. Ouais, l'exemple que donnent les parents. Du fait de se lever tous les matins, d'aller subvenir à nos besoins. Ouais, et surtout, si j'écris ça, si j'écris des cris de la vie, c'est surtout l'exemple de mon père. Un jour, comme je vous dis, je retourne souvent à Kaolack. Mon grand-père, il m'avait dit, que Dieu ait son âme, il m'avait dit, comment ça se passe à l'école? J'ai dit, bien, ça va, on gère. Il me dit, moi, je sais pas. Du moment qu'il n'avait pas fait l'école française, il me dit, moi je ne sais pas ton père ce qu'il apprenait, hein, je ne sais pas. Mais tout le temps il avait un livre entre les mains. Je faisais la troisième et puis c'était le déclic. C'était vraiment ça le déclic. Donc je me souviens que mon père avait une armoire remplie de livres. Ouais. J'ai commencé par là et puis j'ai commencé à aimer la littérature africaine et tout est parti de là. Et la distance entre la lecture et l'écriture, c'est très, très négligeable. Oui, c'est vrai. D'abord, il faut être conscient qu'on ne sait pas et on veut savoir. On commence par lire. Maintenant, on a la connaissance de l'universel, la connaissance des autres pays. On a beaucoup voyagé sans bouger et tout ça. Après, vient la connaissance linguistique. Quand on suit Senghor, on est rigoureux là-dessus. Quand on suit Aimé Césaire, on est rigoureux là-dessus. Et quand tu as la connaissance de l'universel, de ce que tu veux dire, de la société, quand tu veux peindre la société et que tu as les moyens de le faire, on ne peut pas se retenir. On ne peut pas se retenir. Forcément, vous allez écrire. Donc, je reviens sur l'exemple que donnent les parents. On dit que la jeunesse, ça ne lit pas maintenant
Mais la jeune, suffisamment. ouais, moi je connais des jeunes qui lisent vraiment. Ouais, j'en connais plein même. Mais ils ont eu des exemples. Ils ont eu des exemples. Quelqu'un ne peut pas grandir dans une famille où personne ne lit, dans une famille où vraiment il n'y a même pas de livre dans la maison. Et puis, peut-être, par chance, accident, par accident, il ou elle peut aimer la lecture. Mais la meilleure manière d'inciter les enfants à lire, c'est qu'ils te voient lire. C'est vrai. Ouais, c'est ça. C'est vrai, effectivement. Et parlons de l'inspiration des titres. En fait, vous écrivez d'abord les poèmes et ensuite les titres, vous les choisissez en fonction des vers ou c'est plutôt l'inverse? C'est l'inverse. Dans ma chambre, en ce temps-là, j'avais des post-it. Ouais, des post-it. J'avais écrit tous les titres là-dessus. Maintenant, à chaque fois que je finis un texte, j'enlève. D'accord. Ouais. Et maintenant, je pense sur l'avant-propos, je dis comment vous dire que le choix des thèmes a été hasardeusement opéré, que ces derniers n'ont été qu'une dictée de mon inconscient, ou que si, en aucun moment je n'ai changé à choisir un sujet avec minutie. Ils se sont présentés à moi panoramiquement et alors je n'avais qu'à les traiter de la manière la plus judicieuse possible. Ce qui n'enlève en rien le fait qu'ils me tiennent trop à cœur aussi. Ouais. C'est vrai. Je pense que c'est... D'accord. Et par rapport au style un petit peu de vos poèmes, parce qu'il y en a certains qui sont assez longs quand même, qui font parfois 2 pages et demie. Est-ce que c'est un choix de style ou c'est juste que vous aviez beaucoup de choses à dire? Parfois, c'est une manière de montrer que c'est pas fini. C'est long, mais c'est pas fini. D'accord. Ouais. Il y a beaucoup de choses à dire. Et d'autres poèmes, ils sont courts parce que c'est ça, il faut le dire. On le dit et c'est fini. On passe à autre chose. Ouais. Comme le poème, j'ai vu que vous avez fait un anagramme avec le mot Afrique. Afrique, voilà. Ouais. Donc pour chaque lettre, vous avez donné une espèce de petite définition. Si peut-être j'ai pas osé pointer du doigt certaines personnes ou certains pays, j'ose quand même reconnaître que l'Afrique prime sur tout. Ouais. Voilà. Que ça plaise à tout le monde. L'Afrique, ça prime sur tout. Voilà. C'est comme ça et pas autrement. C'est comme ça, pas autre chose. On le dit et on passe à autre chose. Très bien. Et en parlant de style justement, de style d'écriture plus exactement, j'ai l'impression que vous avez un petit peu choisi un style plus libre par rapport aux vers, parfois les rimes également, qui sont souvent suivies, d'autres croisées. Ouais. C'était par rapport au message ou c'est juste comme ça, libre expression? Il y a de ces textes, j'ai maintenu la rigueur d'écriture pour vraiment un peu m'identifier comme un classique ou quelque chose, ou comme un romantique ou quelque chose comme ça. Un romantique appartenant au courant, je veux dire. J'avais compris, ne vous inquiétez pas. Ouais, d'accord. Maintenant, pour d'autres, c'est l'exemple de David Diop, l'exemple de Aimé Césaire. Senghor, il était rigoureux sur ça parfois, mais c'est pour dire que je dis les choses comme je le veux. La langue là, ça n'appartient pas, ça ne vous appartient pas. C'est un outil, on peut dire. Et maintenant, l'outil là, en tant qu'Africain, je l'utilise à ma guise pour dire ce qui me tracasse, les choses que j'aime et ma société, pour décrire ma société. Ouais, parce que dans ce livre, on peut tout dire, mais j'ai essayé d'écrire la société, d'écrire la tradition. J'ai essayé d'écrire la famille africaine, ouais, les personnes chères qu'on a perdues, les personnes à venir qu'on aime déjà. Et les personnes aussi qui nous poussent. Ouais, il faut vraiment souligner cela parce que personne ne peut se faire lui-même. Il y a dans son entourage des gens qui sont bienveillants, ouais, qui vous donnent le courage, la force d'avancer, de mettre un pas devant l'autre. Ces gens-là, il faut vraiment être reconnaissant envers eux. Exactement. Ouais.
Je pense qu'à travers ce recueil, on peut plus ou moins dire que les deux personnes qui vous, enfin pas qui vous poussent le plus, mais les plus présentes dans votre vie, c'est votre grand-père et votre père. Ouais. Tout votre grand-père, vous lui avez rendu franchement un vivant hommage avec un poème en fait où vous le remerciez un petit peu pour son héritage, pour tout ce qu'il vous a apporté dans votre vie. Ouais. Si on en est là, on peut dire que c'est au début grâce à ses efforts. Avant mon père, c'était lui, grâce à ses efforts. Et quand mon père partait au travail, c'est lui qui était là. Quand on faisait des bêtises, on se réfugiait derrière Vous l'avez dit. Ouais, c'est ça. Et maintenant, cet homme-là, je peux dire, je le vois comme un roi, quoi. Comme quelqu'un de vraiment... Exactement. Vous avez parlé également de votre père. Vous avez fait un poème également aux hommes, aux ténors noirs, comme vous les appelez. Pour mettre en fusion les ténors noirs et le poème là de mon père, je le vois comme ça. Je le vois comme ça. Je peux dire que c'est l'exemple abouti de la responsabilité. Il ne nous a jamais laissé tomber. Bon. D'accord. Ouais. Très bien. Et en fait, on va venir un petit peu par rapport au parcours pour créer un recueil, ou plutôt pour écrire un poème. Racontez-nous un petit peu votre parcours. Est-ce que vous avez eu du mal à écrire? Est-ce que vous avez eu du mal à vous faire éditer? Comment ça se passe? Dans le cas où on aurait un éditeur qui aimerait suivre vos pas? D'accord. Pour écrire d'abord, on va commencer par l'écriture. Les rares fois où j'ai eu des problèmes d'écriture, autant pour moi, c'est au début. Comment aborder le thème. Le thème, oui. J'ai le titre, je sais sur quoi je vais parler. Parce qu'on ne peut pas écrire hasardeusement comme ça. Je sais sur quoi je veux parler. Maintenant, comment l'aborder, comment y entrer. Et puis, ça me tenait vraiment à cœur de ne pas faire la poésie comme on a l'habitude de le voir. D'utiliser de gros mots pour que, voilà, à chaque fois de lire, il va falloir trouver une dictionnaire ou bien relire encore pour comprendre. Ouais, la compréhension du lecteur aussi, ça prime. Maintenant, comment l'aborder, ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est peut-être aussi le respect des règles. Le fait de trouver les rimes, de la mesure des vers et tout ça. Sinon, j'avais pas rencontré beaucoup de difficultés à ce niveau. Et l'environnement aussi, ça compte. L'environnement, ça compte. Il va falloir être dans un milieu un peu calme, tranquille. Exactement. Pour déjà pour que l'inspiration vienne et puis qu'on soit assez concentré. Et d'habitude, on met l'accent sur l'inspiration, mais moi je dis que l'inspiration, c'est 2% du travail. D'accord. Ouais, c'est 2% du travail. Il y a la rigueur, parce qu'on peut écrire un texte, le finir. Vous êtes inspiré, vous savez sur quoi vous écrivez. Vous finissez le texte, mais ça ne vous satisfait pas. Vous recommencez encore, vous lisez, vous passez 2 à 3 jours pour écrire un seul texte, peut-être. Il y en a qui passent encore plus de temps pour écrire un texte. D'accord. Ouais. Et du côté de l'édition, je remercie de passage l'Harmattan et l'intermédiaire, j'ai eu Tonton Senghane et je remercie parce qu'ils m'ont facilité les choses. Ils m'ont vraiment facilité les choses. Il a suffi que je présente le recueil, qu'on suit les procédures, les démarches et puis c'est abouti. Très bien. L'Harmattan en est pour quelque chose, vraiment. D'accord. Ouais. Et sinon, vous, quand vous avez justement présenté le manuscrit, vous avez eu besoin qu'on vous relise, qu'on vous corrige par rapport à certaines choses? Le manuscrit, quelqu'un l'a corrigé. C'est un ancien professeur de mon ancienne école. Il s'appelle Bira Yamba Sissé. Lui aussi est auteur à l'Harmattan. Il a écrit l'épopée Madiba, les arcanes de la liberté. D'accord. D'accord. En première, on s'est connus en première. Il n'a jamais été mon prof, mais entre gens de littérature, on se reconnaît, c'est ça, les gens de littérature. Il m'a beaucoup encouragé.
il a passé une journée avec moi pour tout corriger chez lui. D'accord. Ouais. Je lui remercie pour ça. Je ne l'ai pas payé, je n'ai rien fait. Vraiment. Il a été d'un soutien capital. Il a été d'un soutien capital. C'est pour cela qu'à la matin, on n'a pas eu à corriger encore, parce qu'il l'a déjà fait. C'était déjà fait. Ouais. D'accord. Et entre le dépôt du manuscrit et l'impression, on va dire, ou la mise en circulation du livre, ça prend du temps? Si ça prend du temps, c'est du côté de l'auteur. Si ça prend du temps, c'est du côté de l'auteur. Mais là, maintenant, tout est bien fixé. On vous donne des délais. Et avant même l'arrivée de ce délai, on vous appelle ou on va envoyer un mail. D'accord. Ouais. Donc vous saviez déjà que vous alliez vous faire éditer chez Harmattan. Vous êtes allé directement chez eux. Ça je savais. Parce que le premier livre que j'ai acheté vraiment, quoi, avec mon argent, c'était à Harmattan. Je l'ai acheté, c'était Ma fille de Mohamed Falilou Djoum. Ouais. J'ai lu ça, c'était en 2016, je ne sais pas, 2016, 2017 comme ça. Ouais. Comme ça. Après, on a eu à discuter sur cela. Il m'a dit écrivez. L'essentiel, c'est d'écrire. L'édition, après, on trouvera. Après, je me suis rapproché d'Harmattan. Ils m'ont donné les démarches à suivre. Et puis, voilà, je savais déjà que c'était là-bas. D'accord, parfait. Je me suis dirigé directement à l'Harmattan. Je ne connais pas une autre maison d'édition. Vraiment, je ne connais pas au Sénégal une autre maison d'édition. Il y en a quand même. Oui, il y en a. Bon. Non, mais vous, on a clairement compris votre choix, c'était l'Harmattan. Voilà. Ouais. D'accord, très bien. Bon, en tout cas, on peut dire qu'ils vous ont bien accompagné. Si jamais vous aviez des choses à faire améliorer, on va dire, de ce côté-là, ce serait quoi? Du côté de l'édition, en fait. Améliorer. Au niveau accompagnement, parce que j'ai déjà reçu d'autres auteurs, on en a parlé et tout. Parfois, il manque un petit peu d'accompagnement au niveau de l'auteur pour la publication, pour la publicité un petit peu de son livre. Est-ce que vous l'avez ressenti? Sincèrement, non. Sincèrement, non. Parce que le jour de la sortie, ils m'ont fait une affiche. Vient de paraître. Ils y mettent le prix, ils y mettent les informations qu'il faut. Et on le voit partout sur les réseaux sociaux. Voilà, ceux qui fréquentent Harmattan savent qu'il y a quelque chose qui vient de sortir. D'accord. Ceux qui fréquentent Harmattan savent que... Et puis c'était le 1er décembre, il y avait le salon du livre. Ouais. On m'a envoyé aussi une photo me montrant que votre livre est exposé au salon. Il y en a même qui m'ont dit qu'ils ont acheté le livre là-bas. Du coup, moi, je n'ai pas ressenti ça là. La promotion, ça a passé. Très bien. Il faut dire que je suis satisfait, quoi, c'est ça. Bon, en tout cas, Harmattan, merci. Il est très satisfait. Ça, je pense que c'est bon. Et sinon, est-ce que vous avez un poème en fait que vous aimeriez nous faire partager ou nous faire découvrir en particulier? En ce temps-là, oui. Les usurpatrices. D'accord. Maintenant, je voulais souligner aussi que j'avais pas l'agencement des textes, c'était pas trop rigoureux, mais j'ai fait en sorte de commencer avec des cris de la vie. Pour finir avec l'amnésie. L'amnésique, oui. Pour finir justement, pourquoi l'amnésique? Parce que ça, c'est un monde. J'invite tout un chacun qui ne se sent pas bien dans sa peau, qui ne se sent pas bien dans la société, à venir ici, à se lamenter. Maintenant, une fois entré, tu peux crier, tu peux te lamenter. Personne ne va te juger, personne ne va te dire de te taire. Une fois fini, on est amnésique, on oublie tout ce qu'on a fait et c'est la vie réelle. D'accord. Ouais, ça se résume à cela. Au premier texte, on dit ce qu'on veut. Et tout au long du voyage, on se lamente, on dit les choses qu'on aime. Chacun est libre de dire tout ce qu'il veut. Mais quand c'est fini, c'est la vie réelle. D'accord. Ce que le cris de la vie nous permet, la société ne nous le permet pas. En vrai, c'est pour dire cela. D'accord, très bien. Donc je vais lire amnésique, entre amnésique ou usurpatrice. Les deux, pourquoi pas? Les deux. Donc on va lire usurpatrice, après finir avec amnésie. Très bien. D'accord. Bon.
Alors, usurpatrice, je pense 35, c'est bon? 35. Je me sens coupable de ne pas lire terroir. Hein. Ouais, en fait, j'allais vous le proposer en dernier. Ça, non. Terroir, vous n'allez pas y échapper. Ah, d'accord. Usurpatrice. 35 ou 25? 27. 27. L'usurpatrice. Il arrive un moment où les mots s'échappent, sans que personne ne les extirpe. Je décris par là un printemps de voleurs, à l'image de la France que je dénomme sans pudeur. Je me permets de reluquer le vieux Bakary Diallo, l'homme de force bonté qui nous l'a décrit au galop, comme la nation salvatrice et bienfaitrice de l'Afrique, qui apporte civilisation et foi au cantique, pour lui dire qu'il nous insulte à tort et à travers, nous autres, les enfants de la mère de l'univers, que c'est elle notre terroir, dessus notre fierté, l'Afrique notre vraie force aux bonté. Par contre, je dis à la France, cette nation usurpatrice, qu'elle n'est rien sans l'Afrique de son nom factice, que je me permets de fauter par insensibilité, tartuffe de toute liberté, égalité et fraternité. À toi, j'atteste que tu l'as toujours voulu fidèle, depuis l'ancêtre, tout comme à la maternelle, qui vous a sauvé la mise quand vous mouriez de faim, à l'époque où vous la caressiez pour un peu de pain. Toi et tes semblables, sur ses côtes vous vous êtes rués, suite à vos différends pour son partage ennuyé. Sa destinée et la vôtre, vous vous êtes résolus de lier, mais aujourd'hui, sans scrupule, vous avez fini par la nier. Je continue à croire en sa primauté jusqu'au bout, dans le sens de la fourbe attachement que tu l'avoues. Dans vos cœurs, je peux vous entendre face aux nazis. Alléluia l'Afrique, qui a sauvé nos fesses et nos vies. France engraissée, par la chair de sa mère amputée, je te somme d'ouvrir un cœur reconnaissant pour scander l'Alléluia à chaque soleil levant. Bon. Bakary Diallo, il représente qui exactement dans le poème? Bakary Diallo, c'est l'auteur de Force Bonté. Ah oui. Force Bonté. Le roman là où on dit c'est le premier roman africain, moi je ne le considère pas comme un roman africain. Il dit que la France est la nation qui a amené la civilisation, l'émancipation, la nation qui nous a amené la foi, les cantiques, le Christ, tout ça. Exactement. Ouais. On lui soupçonne même de ne pas l'écrire. De toute façon, il nous insulte à tort et à travers. Et vous ne l'aimez pas du tout? Non, je ne le veux pas, c'est vieux. D'accord. Alors, ensuite, on avait dit amnésique. Amnésique, c'est pour sortir du recueil. D'accord. Mais avant de sortir, on va revenir sur terroir. D'accord. Avec plaisir. Alors, terroir, page 41. 41. Terroir. Terroir, me voilà. Salmodier un chant de tralala. Sur le chemin de retour, je scandais ton nom en 1000 répétitions d'un même ton. Terre de paix et de tranquillité, de par son soleil qui couvre sa nudité, j'aimerais te chanter encore une fois. Ô fierté, fierté quoi. Louange à toi de par ta générosité, ancelle, chaleur et sociabilité, ainsi que tes habitants beaux et généreux, fiers d'être des fils des bienheureux, des hommes et femmes modestes. Aucune différence entre noblesse et caste, rien que l'harmonie de ses quotidiens et du train-train de la vie et ses va-et-vient. Kaolak l'ancêtre, depuis Ndiouga Kébé je te salue, afin de progresser et d'apparaître au centre de ta plus-value. Peuple du monde, je vais enfin chez moi, venez admirer mon ressenti de moi, boue et sable rocailleux des miens, là où même moustiques se sentent bien. Je dis aux autres que j'en suis fier, de venir là où amour et joie vont de pair. Toute caractéristique ne peut être que du charme, je me réjouis de tes enjolivements en larmes. Approchez donc que je mette ma bouche en berne, pour vous permettre d'apercevoir mes dents en lanterne. Ces derniers que plus d'un ironise
que plus d'un ironise de pépites d'or l'identité d'un peuple, disait Senghor. Devant un foyer de thé mijotant assez, l'entente d'une fraternité plus qu'unie, à terre ou autour d'un bol à bavasser, toute la journée, surtout à midi. Kaolack, sainte ville et sacrée, peinte de bénédiction qui s'est ancrée dans les abysses de sa population la plus basse, une contribution du vénéré Ibrahima Niasse, qui s'est battu contre l'ignorance des gens et la perdition de ses habitants pour l'entraide, l'amour et la fraternité, afin que Kaolack ne fasse qu'une unité. Je m'en vais vous saluer et prendre départ pour mon Saloum qui me sert de phare. Venez, venez donc avec moi, que je vous emmène. Venez, venez donc avec moi, je vous emmène. Découvrez ce qui se cache derrière le signe du Kumba Ndofène. Très joli. Ah, merci. Bon, amnésique. Allons-y. Ouais. Amnésique, quand c'est lui, ça veut dire qu'on oublie tout ce qui s'est passé. C'est bon. Okay. Amnésique. Amnésique, je me déclare. Pour fuir le monde et ses tares. Point de remède qui me soigne. Parce que pour guérir, je m'éloigne. Amnésique et intelligent. Qui se remémore les gens. Entre souvenirs et sentiments. Doux, douloureux et lacérants. Je me souviendrai de toi, qui a fait de moi ce roi. Depuis notre regard de joie, qui nous a remplis d'émoi. Oui, je me souviens de la reine d'Amiens, qui partage mes ressentis en amour consenti. Oui, oui, je me souviens de la morale qui me prévient. Mais j'ai choisi l'oubli et la folie en frénésie. Pour me passer des autres, puis te donner l'amour d'un apôtre, est interceptée couverte de boue dans un monde de folie, de folle et de fou. Amnésique, je me déclare, pour m'adonner à mon art. L'amnésique de bonne mémoire plaide la folie devant la barre. Finalement, l'amnésie, c'est la facilité, quoi. Oui, c'est on préfère... Ne me demandez rien, je sais rien. Alors qu'on sait. Pour éviter les problèmes. Oui, c'est ça. Dans la société-là, il faut vraiment se taire pour éviter les problèmes. C'est pas faux. Ouais. C'est pas faux, ouais. C'est vrai. C'est vrai que quand, face à certaines situations, mieux vaut la politique de l'autruche, se cacher et puis voilà. J'étais pas là. J'étais pas là, j'ai rien vu, j'ai rien entendu. Dites-moi, peut-on s'attendre à un prochain ouvrage? Ouais. Bientôt? Je dirais pas bientôt, mais ça viendra. Très bien. Ouais. Et sinon, quels sont vos projets niveau scolaire, niveau des ouvrages et autres? D'accord, niveau scolaire, c'est de continuer. On ne sait pas faire autre chose. Mais d'abord, étudiant, on est étudiant. On étudie, après on passe à autre chose. Niveau littéraire, je dirais que je vais varier les genres. Que ça sera juste pas de la poésie. Mais il se peut que le prochain sera encore un recueil. Mais je tends vraiment à varier les genres. Écrire de la poésie, nouvelle, récit, peut-être roman. D'accord. Un roman suspense ou amour romantique, ce genre de choses, on ne sait pas encore. Un roman, si j'écris un roman, ça sera traditionnel. Je vous ai dit, j'ai été éduqué par les vieux. En fait, je n'osais pas demander, mais oui. Franchement, on a envie de ça, en fait, de livres qui parlent de notre culture, et en fait, de nous faire connaître un petit peu. C'est vrai que maintenant, les parents et les grands-parents, ils n'ont plus trop le temps de nous parler de tout ça. Et même nous, les jeunes, entre guillemets, on n'a plus trop le temps de les écouter. Et donc, par les ouvrages, je pense que ce serait plus simple. Moi, de toute façon, même avant l'avènement des réseaux sociaux, tout ça, j'ai toujours été adepte de la tradition. Je suis même conservateur. D'accord, très bien. La tradition. Entre Massa Makan Diabaté, un écrivain romancier malien, qui nous décrit vraiment la tradition malienne et comment ça s'est passé entre la guerre, la colonisation, le retour des lieutenants et tout ça. C'est 3 volets. Le lieutenant de Kouta, le boucher de Kouta
et le coiffeur de Kouta, c'est ça. Et vient aussi Ferdinand Oyono, dont j'admire beaucoup. Ferdinand Oyono, camarade là aussi, n'est pas un reste. Et tous ces vieux-là, on ne peut pas rester de marbre comme ça face à leurs écritures. Moi, je me demande comment les gens ils font pour ne pas lire. Il suffit de commencer, quoi. Bon, il suffit juste de commencer. Quand on aime les aventures, les films et tout ça, c'est la même chose. Ça rentre dans le même lot. Peut-être qu'ils n'ont pas essayé. Mais si on essaie, on s'en lasse jamais. Jamais. Très bien. En tout cas, merci de perpétuer cet art, ce style d'écriture, car notre regretté Senghor disait quand même « La poésie ne doit pas périr, car alors, où serait l'espoir du monde ?» Donc, comme quoi la poésie, même par rapport au roman, elle est beaucoup plus, je ne vais pas dire importante, mais bon, presque. La poésie, c'est une force, la poésie. La poésie, on peut se cacher et dire tout ce qu'on veut. On est libre là-dedans. Le roman, ça nous... Tout le monde comprend ce que tu dis, mais derrière la poésie se cachent des intentions. En tout cas, merci franchement d'avoir pris de votre temps, de nous avoir rejoints et de nous avoir aidé à mieux comprendre votre recueil. N'hésitez pas, s'il vous plaît, téléspectateurs, d'Écrits de la vie. Regardez la couverture, elle est rouge, elle est toute jolie, toute attirante. Alors n'hésitez pas, ce sont des poèmes très beaux, très simples à lire et à comprendre également. Et merci également à vous de nous avoir suivis. C'était Annie Niang, en toutes lettres avec, sur Tawhid TV. Merci, bonne soirée.